fait, il y a un texte fondateur. C'était donc on a créé cet événement avec un ami italien, Michele Baraldi. Et un des textes fondateurs, c'était le texte des limbes dans Dante. Et en fait, ce qui nous plaisait dans ce texte, c'était des hommes rassemblés, Aristote, des philosophes, des artistes, et qui étaient ensemble, et qui discutaient ensemble, et qui vivaient ensemble. Et c'est de là qu'est partie pour nous l'importance de la présence, et de se dire, voilà, c'est un moment où on voudrait que, à la fois les artistes présents et les artistes morts, se retrouvent et qu'on participe en fait à les mettre ensemble et à faire en sorte que leurs œuvres se rencontrent et produisent des correspondances. Et c'était ça l'idée initiale. D'où le fait d'avoir dès le départ il y avait des poètes contemporains, des poètes qui dataient des anciens temps, des aînés, et de la musique. C'était un autre lien important, c'était de trouver comment la poésie aidait à écouter la musique, et comment la musique aidait à écouter les poètes. Aller à la rencontre de l'autre, traduction et altérité. Donc, ce que je voudrais peut-être dans un premier temps, c'est évoquer quelques idées sur ce qui se passe dans le passage d'une langue à une autre langue, ce qui est de l'autre, donc de chaque traducteur. Ce qui se passe, me semble-t-il, c'est qu'on part à la rencontre dans ce passage. Qu'est-ce qui se passe? Et là, il se passe qu'on va à la rencontre d'un autre monde. Un autre découpage du monde qui est constitué par la langue qui nous est donnée à traduire. J'ai commencé par l'anglais, si vous voulez. J'ai aussi étudié le russe et j'ai une grande passion éternelle pour la poésie russe. Et puis, je me suis finalement consacrée à la poésie polonaise, et dont je suis devenue la traductrice, essentiellement la poésie contemporaine. Je disais dans l'argument, traduire, c'est aller à la rencontre de l'autre qui est en nous. Le traducteur, bien sûr, va à la rencontre de l'autre, l'auteur qui traduit, le texte qui traduit, mais aussi l'autre qui est en lui-même et que cet autre auteur va susciter en lui-même. Donc, le traducteur, je le disais, est confronté à l'altérité de l'autre langue, du monde qui est construit par cette autre langue. L'univers qui est quasiment encore totalement inconnu en France, et l'univers de la longue culture néerlandaise, en particulier des Pays-Bas, et c'est pas uniquement les Pays-Bas. Et je me suis lancé là-dedans parce que je voulais découvrir les choses, et les choses n'étaient pas accessibles sans connaître la langue, qui est une langue qui n'a jamais été mise en valeur, et les Pays-Bas, pour moi, ça restait le royaume interdit, tant que je n'avais pas appris la langue. Le royaume interdit, c'est un très grand roman néerlandais,
qui se déroule en Chine pour le reste, c'est bien pour le sinologue, mais c'est un romancier néerlandais qui a écrit. Pour moi, les Pays-Bas restent un royaume interdit tant que je n'avais pas appris la langue. Je l'ai appris sur le tard, je n'avais aucun rapport avec ce pays, avec cette culture, mais le manque de choses en français avant Internet était tellement flagrant que c'était nécessaire. Et l'expérience de l'altérité, je l'ai vécue, moi, en ayant toujours en tête Ségalène et son essai sur l'exotisme, parce que je découvrais un univers qui est tout près de chez nous, et je le découvrais comme Ségalène a pu découvrir la Chine. Et un grand poète a dit que la Hollande était la Chine de l'Europe, et c'est une expérience que j'ai faite un peu en découvrant. Voilà. L'importance des erreurs de traduction sur nos cultures, des erreurs monumentales dans les traductions de la Bible, par exemple, et dans d'autres textes, grands textes, qui ont conduit ensuite les exégètes, les commentateurs à broder à partir d'erreurs énormes de traduction. Cette table ronde a été placée sous l'égide du texte des romans Roland, si l'on lit bien de l'argumentaire, au-dessus de la mairie. Et j'aimerais commencer cet échange avec vous, si c'est possible, précisément par une question de traduction. On sait aujourd'hui que le titre initial de ce manifeste était au-dessus de la haine. Et que Roland l'a changé à la dernière minute par au-dessus de la minute. Nous savons que ce texte lui a valu une réprobation quasi générale, aussi bien du côté français qu'allemand. Et je me demande, avec la distance qui me donne la langue française, puisqu'elle n'est pas ma langue maternelle, si le titre choisi n'était pas en quelque sorte responsable de la controverse. De cette controverse qu'il a éveillée, car au-dessus de la mêlée donnait en effet, à tort bien sûr, l'impression que l'auteur n'attachait pas d'importance au conflit en cours et se considérait lui-même au-dessus de la mêlée. Ce titre a été traduit en espagnol par Más allá de la contienda. C'est comme si le traducteur, ne devant pas hésiter, comme a hésité l'auteur, sur le mot de la phrase, a fait véritablement œuvre de traduction. Autrement dit, de clarification de ce qui lui paraissait pas trop net. C'est-à-dire, c'est d'ailleurs pourquoi toute traduction, à mon avis, à mon humble avis, apparaîtra toujours comme un peu plus clair que l'original. Le traducteur se comporte alors comme l'éclaireur, ou, si je peux utiliser un hispanisme en français, l'éclaircisseur d'un texte original que méconnaît le lecteur. Je ne sais pas comment dire ça, parce que lorsque vous traduisez de la poésie, il y a une sorte de, si vous voulez, poéture, une sorte de rivalité. Et lorsqu'on traduit un texte qui ne plaît absolument pas, il n'y a pas cette rivalité. On a un contrat, on doit donner un texte à un éditeur,
Et surtout si c'est de la philosophie ou des livres de psychologie animale. Non, la psychologie animale. Y a-t-il une émotion chez la mouche? J'ai traduit ça. La première petite histoire, elle est très simple. C'est le fameux premier chapitre de Guérépet. On dit vaguement, oh Guérépet, c'est écrit un peu en français, et personne ne se pose la question. Hein, qu'est-ce que c'est et pourquoi? Guérépet commence dans le texte de la façon suivante. Eh bien, mon prince, Gênes et Luc ne sont plus que des apanages, des pamistia de la famille Bonaparte. Non, je ne vous préviens, etc., etc. Dans le texte en russe. Hein, c'est-à-dire que ça commence en russe. Pourquoi? Nous sommes dans un salon, nous sommes en juillet 1905. Il y a des gens qui sont des aristocrates et qui ne savent pas parler russe. Ils ne savent pas s'exprimer dans la langue qui est la langue du pays tout entier. Ils ne savent du russe que ce que leur a, chanté leur nourrice et conversation qu'ils ont eue avec les serfs sur le domaine. Ils ne peuvent pas s'exprimer en russe ou à peine. Or, ces gens-là ont à parler la langue de l'ennemi. Bonaparte, comme ils disent, est pas tout à fait au bord, on est quand même en 1905, mais il est là. Et il y a là une espèce d'aliénation, hein, il y a là une espèce de rapport à soi qui n'est pas fondé. C'était peut-être en fait l'ambiance qui existait un peu partout en Europe. Quand on lit, j'ai lu beaucoup de textes sur cette période, il reste très surprenant de voir à quel point ça a été une énorme surprise, un énorme choc. Je repense à mille histoires, entre autres celles qu'on voit chez Zweig et chez d'autres, où les Allemands, les Français, les Russes étaient sur la côte belge, et brutalement tout le monde est parti extrêmement rapidement, et souvent des frères, et même dans des familles, les gens étaient d'un côté et les gens de l'autre. Donc il y avait cette ambiance-là, et tout brutalement, on appelait ça août 14, dans notre récitage. De s'abandonner, de délivrer de la réalité le corps comme d'une armure poussiéreuse, de se coucher voluptueusement dans le duvet de molles heures de rêve. Mais un matin, à travers le brouillard de l'air, a roulé l'écho de clairon, dur, acéré, sifflant comme l'épée. Ce fut comme lorsque dans l'obscurité soudain rayonnent des lumières. Ce fut comme lorsqu'à travers le sommeil du bivouac des coups de trompette retentissent.
Les dormeurs sursautent et abattent les tentes et attellent les chevaux. J'ai été éclissé dans les rangs qui fonçaient vers le matin, feu sur casque et étrier. En avant, dans le regard récent, la bataille à bride retenue. Peut-être au soir, les marches de victoire allaient nous envelopper. Peut-être quelque part serions-nous couchés sous les cadavres. Mais avant le saisissement et le naufrage, rassasiés et ardents, nos yeux boiraient au monde et au soleil. In Stille. Wege führten zwischen alten Bäumen, Gemächer lockten. Es war süß zu weilen und sich zu versäumen. Von Wirklichkeit den Leib, so wie von staubiger Rüstung zu entketten. Wollüstig sich in Daunen weicher Traumstunden einzubetten. Reste encore à régler bien des choses. Car l'Allemagne nous a déclaré la guerre, et c'est demain que partent les territoriaux. Cet homme qu'elle serre de toutes ses forces dans ses bras, et qu'elle ne reverra plus jamais, elle dit que c'était un bon mari avec tous ses défauts. Voilà 10 ans qu'on est ensemble, et que l'on avait tout en commun. Peine, joie, espérance, pensée, les enfants, et la mort de notre petit fut ce resserrement entre eux et ce grand chagrin. C'est à son tour maintenant de partir. Il lui donne les derniers conseils, humbles et courts, selon ce qu'il croit bon. Elle sait seulement qu'il est là, et elle a trouvé une chose ou deux dont elle lui demande pardon. Yo vi al muerto de pronto cerca de la trinchera y estaba solo y seco como un brote de la tierra y al lado de mi frente, extendido y exacto. Venid, venid a verle. Está solo y no sabe, ha muerto ya y no sabe. Al lado de mi mano, al lado de mi vida, al lado de mi cuerpo sin cadáver, al lado de mi cuerpo con cadáver corriendo desde el lado, al lado de mi próximo cadáver. À toi qui lances dans l'air la bombe anonyme, à toi qui nettoie la tranchée, ô ivre, tournant et retournant le couteau afin que ce ne soit bien lavé de sang vivant, afin qu'il n'y ait plus une seule prière vivante. À toi, soldat de tout pays, à toi, professeur, qui écrit les mots empoisonnés comme des plaies, les mots de fausseté, d'ordure et de sang qui coule. À toi, prostituée derrière les batailles,
Dunst und Qual die lichte Sonne sieht. Soldaten, ruft's von Front zu Front, es ruhe das Gewehr. Wer für die Reichen bluten konnt, kann für die Seinen mehr. Ihr drüben, auf zur gleichen Pflicht, vergesst den Freund im Feinde nicht. In Flammen ruft der Horizont, nach Hause jedes Heer. Lebt wohl, ihr Brüder, unsere Hand, dass ferner Friede sei. Nie wieder reißt das Völkerband in Rom Krieg entzwei. Sieg ein in der Heimatschlacht, denn sinken Grenzen, stürzt die Macht. Und alle Welt ist Vaterland, und alle Welt ist frei.
Pas un château qui devant lui tienne. Mur et cité n'est resté à briser. Que Saragosse aux mains dans la montagne, du roi Marsile qui ne veut aimer Dieu, sert Mahomet. Le destructeur appelle mais ne peut faire, le mal ne l'atteigne. Le roi Marsile avait clos son conseil, dit à ses hommes: Seigneur, vous partirez, entre vos mains des branches d'olivier, direz pour moi à Charlemagne, au roi, par Dieu le sien qu'il ait pitié de moi. Il ne verra passer ce premier mois que ne le suivent mille. Si franchement il prend une étoile là. Regardez le nuage qui s'avance là. Regardez. C'est toi ça, oui. Incroyable. Espèce de nuage très bas. Les sont magnifiques. L'orage, le soleil, le beau temps, le paysage magnifique. La traduction qui permet de parler de l'altérité à travers la psychologie des mouches. Et entre deux déclamations de poèmes et la musique de Scriabine, très bon vin du Jura. Donc c'est merveilleux. On reviendra l'année prochaine.